vais commencer par vous parler de l'OSGO. Donc, c'est une organisation internationale non gouvernementale de droit américain, il me semble. Donc, le but, c'est de faire la promotion de tout ce qui est outils open source et également des données, mais je ne vous parlerai pas des données. Donc, elle est gouvernée par un conseil d'administration avec 9 membres élus par les charter members. Les charter members, ce sont des personnes cooptées qui sont déjà investies dans les logiciels open source de diverses manières, soit pour en faire la promotion, soit pour les développer. Le conseil d'administration a la main sur désigne des comités et des bénévoles pour exécuter toutes les actions de l'organisation, donc organiser des conférences, incuber des projets, faire du marketing, etc. Donc l'organisation considère que c'est l'open source qui est la meilleure solution pour créer du logiciel et pour maintenir le logiciel. Et tous les projets qui sont approuvés et soutenus par l'organisation sont sous des licences open source certifiées par l'OSI. Alors un mot sur l'OSGOFR, c'est une association déclarée, donc type loi 1901. Les actions principales, c'est l'organisation et la participation à des événements. Donc des Phosphorgés qui sont des conférences en général sur plusieurs jours avec des ateliers sur le domaine des logiciels open source dans le domaine de la géométrie. Et principalement l'organisation actuellement des rencontres des utilisateurs publics qui ont lieu toutes les années. Les prochaines auront lieu en avril. Donc, un mot sur le logiciel libre. Ce qui définit un logiciel libre, c'est les 4 libertés définies par Richard Stallman et la Free Software Foundation. Donc, exécuter le programme comme vous le désirez, pouvoir l'analyser, l'étudier et l'adapter à vos besoins, faire des redistributions libres et améliorer le programme. Donc, l'exécution libre, bon, un exemple, vous pouvez l'installer autant que vous voulez, vous n'avez pas de problème de jetons ou d'utilisation limitée. Vous pouvez l'analyser et le modifier pour l'adapter à vos besoins. Vous le redistribuez donc librement. Alors, vous le redistribuez librement, mais il est bien sûr pas interdit de vendre, dès lors que vous fournissez des sources ou de vendre des services dessus. Et l'améliorer. Donc, ça veut dire que le code source doit être disponible. Donc, l'avantage, c'est que le contrôle, c'est les utilisateurs qui l'ont et non pas un éditeur de logiciel. Ce schéma encourage le travail collectif et il garantit que les droits des utilisateurs sont privilégiés. Donc, le logiciel est libre et gratuit, mais il est gratuit une fois qu'il a été payé. C'est-à-dire que la gratuité n'est pas systématique. Il faut bien financer le développement. Donc, quelques licences libres courantes, la GNU-GPL, la licence MIT, la licence Apache et la licence BSD, qui sont les plus couramment utilisées. La licence GPL, par exemple, celle qui est utilisée par tout. Alors, la différence entre ces licences, ça se situe essentiellement au niveau des possibilités d'intégration dans des logiciels propriétaires, qui sont assez payants de certaines bibliothèques open source. Ce qui distingue aussi qui peut distinguer les projets de logiciels open source, c'est le mode de gouvernance. Vous avez des logiciels qui sont soutenus principalement par une entreprise, par exemple Prisma, Controllis, ou MySQL, par exemple. Vous avez des logiciels qui sont
gérés par une communauté plus ou moins ouverte et plus ou moins, comment dire, dynamisée par une entreprise. Donc, QGIS, c'est une organisation de droit suisse, une association de droit suisse. OpenOffice, c'est la fondation Apache. PostgreSQL, c'est une communauté uniquement. GeoOrchestra, c'était à l'origine, c'était une entreprise qui l'a développée, et maintenant c'est une gouvernance très ouverte. Les modes de financement des logiciels, donc ça peut être du financement direct des développements, des subventions, du sponsoring pour du développement, pour des événements, pour de l'infrastructure. Vous avez des entreprises qui mettent à disposition de l'infrastructure matérielle. Ou ça peut être également du temps open source que les salariés des entreprises peuvent réserver à leur projet. Alors l'avantage de l'open source, c'est que ça donne aux utilisateurs une indépendance et une souveraineté qui est très à l'ordre du jour actuellement. Ça, à la fois, ça requiert et ça donne la maîtrise technique des outils, donc ça nécessite des compétences internes. Et l'avantage, mais c'est celui que je mets en dernier, c'est un coût global réduit à long terme. Je précise à long terme parce que souvent, si on fait une migration, ce n'est pas instantané. Alors, quelques outils open source dans le domaine de géomatique, PostgreSQL, PostGIS, QGIS, Rust, VBSIG, bon, je vous les énumère pas tous. Et je passe à cette diapo qui, pour moi, est tout aussi importante. Ce sont les briques, les fondamentaux qui sont utilisés par les logiciels. Et dont on parle souvent beaucoup moins. Le POS, par exemple, est utilisé par une foule de logiciels. C'est la bibliothèque qui vous permet de changer de projection. OpenLayer, les threads sont utilisés par quasiment tous les serveurs web en matière de interface. Alors, juste quelques témoignages rapides, puisque vous en avez deux plus approfondis tout à l'heure. La démarche du Grand Lyon, qui tend à tout mettre en open source. Donc, l'intérêt, c'est la souveraineté, la prolongation des matériels et la réduction de l'empreinte environnementale. Un mot sur les choix de la gendarmerie qui sont passés en open source depuis plus de 15 ans. Hein. Donc, leur objectif, eux, c'était le respect des normes, le coût de possession à long terme et l'indépendance des intégrateurs. Les contraintes que ça impose, c'est que souvent l'ergonomie ou quelquefois l'ergonomie est différente par rapport aux habitudes qu'on a avec les logiciels propriétaires. Il faut pas leurrer que souvent ça demande plus de compétences en interne pour mettre en œuvre ces logiciels, à la fois au niveau de la DSI et des utilisateurs. Et on a quelquefois besoin d'assembler des briques, on n'a pas des produits sur étagère tout près. Donc, pour terminer, si on veut migrer vers open source, il faut faire une analyse vraiment globale. Il faut migrer progressivement. Moi, je recommande de pas forcément viser le 100%. Il y a quelquefois des points il est difficile de passer à open source. Et puis, communiquer et accompagner les utilisateurs. Voilà, j'ai terminé. Si vous avez des questions. Oui. Est-ce que tu m'entends, Jean-Marie? Je t'entends très bien. Ok. Donc, il y a effectivement quelques questions dans la partie questions. La première, je ne sais pas si tu auras la réponse en live. Je me demande si vous faites péter le changement gouvernementaux et du SA. Alors, lié aux changements gouvernementaux, certainement vis-à-vis des financements éventuels. Pour vous dire, on a une trésorerie qui actuellement est bonne, à l'oiseau à temps, et on a viré 10 000 euros à l'OSGO international qui a des gros soucis pour financer son infrastructure. Ensuite, la probabilité sur les actes de solutions open source comme plus. Alors, ça, c'est la question récurrente et à laquelle il est très difficile de répondre dans la mesure où, comme les téléchargements sont libres,
et il n'y a pas de licence, etc. On peut simplement compter les téléchargements. J'avoue que j'ai pas préparé les chiffres qu'on peut avoir. On sait que, par exemple, là, au niveau de QGIS, la France est, je crois, est le premier utilisateur mondial. Et l'Europe est en tête, en tout cas, dans l'utilisation de QGIS. Je ne suis pas capable de vous donner plus de détails. Merci Pierre pour le lien. Ok, et il y avait une première question de la part de Pierre également, au Grand Reims. La licence Cécile n'est pas mentionnée. OSGeo FR a-t-il connaissance de plugins QGIS développés sous cette licence? Alors, la licence Cécile n'est pas mentionnée parce que je ne les ai pas toutes mentionnées. Et ensuite, en théorie, les plugins développés sous QGIS doivent respecter la licence de QGIS. Donc, appliquer la même, c'est-à-dire que c'est une GPL de version 2. Ok. Bien, je ne vois pas d'autres questions. Ok, très bien. On fera comme d'habitude pour les webinaires, on fera une petite FAQ à l'issue du webinaire où on reprendra les questions avec les éléments de réponse écrites et en général, on produit un PDF qu'on met en ligne avec le replay. D'accord. Il y a une dernière question, peut-être. Un ordre d'idée des contributions financières à l'open source par pays. Alors, c'est très difficile puisqu'en fait, on ne contribue pas, on contribue à un seul projet en général. Donc, il y a plusieurs projets, mais on contribue par projet. Et les contributions peuvent venir d'entreprises, d'organismes publics, d'individus. Et on ne demande pas forcément l'origine des individus et des individus. Donc, bon, tout ce que je peux vous dire, par exemple, c'est qu'à l'issue des rencontres utilisateurs QGIS, l'OSGOFR a pu verser au projet QGIS 17 000 €. Alors, Mathieu Becker, entre une solution propriétaire et open source, quelle est la différence vis-à-vis de la dépendance à un intégrateur? Alors, il y a toujours la dépendance à un intégrateur. L'avantage de l'open source, c'est que, en principe, si on a un projet qui est suffisamment vivant, on va avoir plusieurs intégrateurs potentiels. Mais on a toujours une dépendance à un intégrateur à un instant T, c'est sûr. L'avantage, c'est qu'en principe, si on reste dans le domaine de l'open source et qu'on respecte, disons, les lignes directrices du projet, on pourra plus facilement un intégrateur de remplacement.